Quand on parle de mise en forme, quand on parle de muscles, quand on parle de mieux-être à la fois psychologique et physique, eh bien, on pense bien sûr à aller consulter. Et un des spécialistes dans notre région de ce mouvement-là de mise en forme, c'est Guy Girard, que nous rencontrons bien entendu dans cette édition estivale de Encore jeune, dans quelques secondes, avec Guy Girard. Guy Girard, bonjour. Bonjour Jean-Paul. J'ai envie de te demander tout de suite, tu permets qu'on se tutoie, Guy? Absolument. J'ai envie de te demander tout de suite pour commencer, c'est quoi la différence entre la kinésiologie et la thérapie du sport comme telle, non? Oui? En fait, la kinésiologie, au départ, on se dit des spécialistes de la condition physique. Donc, on est formé pour faire de la prescription d'activité physique. C'est ça. Donc, une personne qui arrive chez nous, qui vient voir un kinésiologue, on est apte justement à bâtir un programme adapté selon la condition de la personne au niveau de sa santé. Que ce soit une personne qui est asymptomatique ou symptomatique, peu importe, on est des spécialistes de ça, de faire bouger les gens de manière sécuritaire. Et tout ça dans le but, bien sûr, d'améliorer la santé et d'améliorer l'essence de vie, si on peut dire? Tout à fait, absolument. De plus en plus, c'est quand même une jeune profession, Jean-Paul. C'est une profession jeune d'environ d'une quarantaine d'années. Donc, au départ, d'être kinésiologue, en 90, lorsque j'ai commencé dans ce métier-là, c'était un peu comme des martiens. Qu'est-ce que c'est un kiné? Puis on avait de la misère à le prononcer. Aujourd'hui, grâce à vous, les médias, entre autres, bien, le mot kinésiologue est de plus en plus approprié. D'ailleurs, les compagnies d'assurance maintenant nous reconnaissent. Donc, on est de plus en plus présent dans les carnets d'assureurs. Très intéressant de savoir ça, justement, parce que la vie de nos jours va beaucoup trop vite ou beaucoup plus vite, mettons, faisons pas de jugement, beaucoup plus vite. Par conséquent, le danger de blessure est peut-être un peu plus grand aussi, non? En fait, les problèmes de maux de dos à l'époque, dans les années 70-80, les problèmes étaient surtout au niveau de la région lombaire. Maintenant, parce que, bon, on fait du télétravail, beaucoup de gens travaillent devant les écrans d'ordinateur, les problèmes maintenant sont remontés un peu plus haut, donc dorsal et cervical. Donc, les gens ont de plus en plus de problèmes, donc font appel à nous pour des problèmes, justement, de posture. Donc, nous autres, on rétablit un petit peu ça avec des étirements, des exercices qui sont beaucoup plus spécifiques à ces mots-là, de un. Aussi, bien, les gens ont besoin d'un peu plus de motivation. On sait que les gens travaillent énormément et, bon, la vie avec les enfants, go d'un côté, go de l'autre. Donc, font appel maintenant aux kinésiologues pour être des entraîneurs personnels, donc motiver les gens et de les guider de manière à acquérir une meilleure santé physique. Qu'est-ce que ça a pris à Guy Girard pour devenir kinésiologue? Parce que c'est le titre officiel, évidemment, on peut dire responsable de santé, entraîneur, etc. Mais qu'est-ce que ça a pris comme cheminement? En fait, dès mon jeune âge, j'ai toujours fait du sport. J'ai joué au soccer, j'ai joué au hockey, j'ai essayé un paquet de choses. Et puis, je te dirais que la préparation physique qui amène à bien performer dans chacun de ces sports-là était très intéressant et très important aussi. Donc, je me suis intéressé à ça. J'ai commencé à lire des bouquins. Puis après ça, bien, lire aussi des biographies de certains athlètes professionnels, comment ils ont fait, eux, pour se rendre là où ils sont aujourd'hui. Donc, ça m'a passionné et j'ai pas pu faire autrement que de dire, bien, je pense que je vais partir en affaires, puis je vais ouvrir ma propre boîte, donc, et aller à l'université et d'étudier dans ce domaine-là. Donc, évidemment, ça remonte de très loin. Donc, je te dirais que ma carrière était déjà tracée d'avance. Très intéressant. Est-ce que tu as déjà été athlète aussi? Bien, en fait, j'ai fait du sport. J'étais relativement bon, c'est correct, mais j'étais un travailleur. J'étais un grand travailleur, peu importe dans le sport dans lequel j'œuvrais. J'aime beaucoup travailler fort. Donc, ça m'a toujours passionné, ça. Je te dirais que pas assez pour être probablement professionnel, mais quand même, d'œuvrer quand même à de très bons niveaux. Tu viens de Roberval. En fait, je suis natif, pas tout à fait. plus précisément du petit village de Métabetchouan-Lac-à-Lacroix, à peu près à 10 minutes de la ville d'Alma. Par contre, on a déménagé à Roberval à Monique parce que mon père a travaillé là-bas et puis après ça, Saint-Félicien. Mais je suis natif de Métabetchouan-Lac-à-Lacroix. Au Lac-Saint-Jean, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à l'époque, ça devait être encore plus bizarre, si je peux m'exprimer comme ça, d'avoir un kinésiologue, non? En fait, oui. Je te dirais que
Quand j'ai commencé à faire du sport, j'ai commencé à jouer au hockey en bon âge. Évidemment, là-bas, c'était le hockey, c'était le baseball. Évidemment, la chasse et la pêche. Moi, j'ai accroché sur le hockey et le baseball. Ensuite de ça, vers l'âge de 16 ans, j'ai découvert le ballon rond, donc le soccer. Et lorsqu'on a commencé à jouer au soccer au Lac-Saint-Jean, j'avais peut-être... c'est ça, j'avais 16 ans. Écoute, on était comme des martiens. Parce que là, écoute, c'était pas un cadeau avec les techniques et puis la manière de jouer de manière très, très cavalière, on va se le dire. Donc, imagine que, évidemment, le métier de kinésiologue au Lac-Saint-Jean, j'ai été un des premiers à m'expatrier, je te dirais, à Trois-Rivières, entre autres à l'université, pour apprendre ce métier-là. Alors que la plupart de mes amis allaient à l'Université du Québec à Chicoutimi en administration ou en éducation physique. Mais en kinésiologie, effectivement, là-bas, c'était très rare. J'aimerais qu'on parle un peu de tes parents et du milieu du Lac-Saint-Jean, parce qu'inévitablement, tu as quitté une région pour aller dans un grand centre, pour revenir dans une région, parce que l'Outaouais, ça a beau être la 4e ville en importance au Québec, malgré tout, ça demeure une région par rapport à Montréal et Québec. La région, est-ce que c'est plus attirant que le centre-ville au niveau du maintien physique, si je peux dire? En fait, nous, au Lac-Saint-Jean et au Saguenay, étant donné qu'on est une région éloignée, les grands centres sportifs, à mon époque, n'existaient pas. Mm-hmm. Donc, évidemment, les activités dites de plein air étaient à l'honneur. On a commencé à jouer au hockey à l'extérieur, on le sait. On joue au baseball, évidemment. Un peu comme dans un parc ici. Ah oui, voilà. À l'extérieur aussi, au baseball, bien évidemment, au soccer aussi. Et aujourd'hui, si je fais un parallèle avec mes amis qui sont, encore une fois, qui sont demeurés au Lac-Saint-Jean encore et au Saguenay, beaucoup font du vélo de montagne, du vélo de route, beaucoup font des sports d'hiver extérieurs. Comparativement aux grandes régions, comme ici dans l'Outaouais, malgré qu'on a le parc de la Gatineau, c'est un peu moins populaire. Donc, on a évidemment 2 régions différentes, les grands centres et les régions éloignées. Mais je te dirais que les régions éloignées, on est beaucoup plus fervent des sports extérieurs. C'est très paradoxal qu'on vive plus en extérieur en région qu'à Montréal, hein, que dans le béton. Bien, en fait... C'est normal? Oui, bien c'est vrai, mais puis aussi en même temps, à l'extérieur, au Lac-Saint-Jean, puis je pourrais parler de l'Abitibi, je pourrais parler de la Gaspésie, l'hiver, c'est l'hiver, on va se le dire. L'hiver, il fait moins 30, puis lorsqu'il neige, il neige. Il y en a beaucoup là-bas. Donc, on serait des fois porté à vouloir se renfermer. Mais dans ces régions-là, plus il neige, plus les gens sortent, plus les gens ont du plaisir. Nous autres, ici, dans les grands centres, plus il neige, plus on se renferme. Oui. Donc, évidemment, le paradoxe, il est peut-être là. Tout à fait, tout à fait. C'est très intéressant de voir, justement, la philosophie que tu apportes, parce qu'on t'entend ailleurs, sur les ondes, bien entendu aussi, l'analyse que tu apportes, ça fait toujours, très souvent, peut-être pas toujours, mais très souvent, référence à la condition première de l'homme ou de la femme, de l'être humain en tant que tel. C'est ton point de repère. C'est ton point de départ. Comment est-ce qu'on fait pour évaluer quelqu'un et la condition physique et psychologique, parce que ça joue aussi, mais physique d'un être humain? En fait, il y a plusieurs paramètres dans lesquels on peut, entre guillemets, s'amuser, on peut voyager pour évaluer quelqu'un. Évidemment, ça fait quand même 30 ans que je fais ce métier-là. Une évaluation peut être très simple, très rapide, comme très complexe et très longue aussi en même temps. Le but d'un kinésiologue, lorsqu'on évalue quelqu'un, OK, par exemple toi, on veut, d'une part, lui faire comprendre que tu es en bonne condition physique ou en moins bonne condition physique ou tu te diriges vers des problèmes symptomatiques graves. OK? Ça, on peut le dire. Par contre, on doit t'aider à bien comprendre de manière pas trop compliquée, en fait, quelle est ta condition physique. Par une simple pesée, par une simple mesure de ta taille, une simple mesure de ta taille et puis tes hanches au niveau du ARH, par exemple, indice de masse corporelle, ensuite pourcentage de graisse, ensuite la prise de pression artérielle, la fréquence cardiaque au repos et à l'effort. Ces données-là, pour nous, suffisent pour faire une bonne prescription de programme d'exercice seulement. Avant ça, à l'époque, on disait, bon, OK, on va mesurer ton VO2 max. Évidemment, le volume d'exécution, le volume d'oxygène maximal en 1 minute. On se rend compte que oui, ça donnait une donnée des fois qui pouvait être très intéressante pour la prescription. Mais ce n'est pas nécessairement ce que le client ou la patiente désire rechercher. Aujourd'hui, les gens, ce qu'ils veulent, c'est de bouger dans des conditions, évidemment, sécuritaires et propices à retrouver une bonne condition physique. Donc,
pour répondre à ta question comme il faut, au niveau de l'évaluation de conditions physiques, évidemment, les paramètres sont extrêmement nombreux, mais maintenant, on s'est aperçu qu'au fil des années, les gens pouvaient s'y perdre à l'intérieur d'un paquet de données. Donc maintenant, on simplifie ça pour que les gens soient de moins en moins découragés, mais de plus en plus motivés à regagner une bonne condition. Est-ce que ça prend une visite chez le docteur pour, avant d'aller voir un kinésiologue et de se lancer dans des exercices et aller au gym, bon, etc., etc. Est-ce que c'est encore le fait ou est-ce qu'on n'en est plus là maintenant? On n'en est plus là maintenant, Jean-Paul. À preuve, ce qu'on veut, nous, c'est que plus les gens, entre guillemets, arrivent maganés chez nous, problème de tension artérielle, diabète, cholestérol, peu importe, bien nous, plus on va performer, puis plus on va aider les gens à retrouver cette santé-là. Toutefois, si on s'aperçoit, par exemple, après une lecture de tension artérielle, que la personne, par exemple, on détecte une lecture de 175, par exemple, 100-105, à ce moment-là, on va mettre un arrêt sur la prescription de programme d'exercice et on va l'inciter fortement à aller directement à son médecin de famille pour aller faire une consultation. Ça, ce sont des données qui nous permettent justement je dirais, entre guillemets, de screener la condition des gens au niveau de la santé, parce que des fois, comparativement à l'époque, tout le monde avait un médecin de famille. Aujourd'hui, les gens ont de moins en moins, malheureusement, de médecins de famille, et lorsqu'ils en ont, ils les voient aux 2-3 ans. Mais des fois, entre le laps, entre cette année-là qu'ils voient le médecin et 2 ans plus tard, des fois, il y a un paquet de choses qui apparaissent chez une personne de 40 ans et plus. Ça peut être un divorce, ça peut être un problème au travail, du stress, le stress, évidemment, un gain de poids, une mauvaise alimentation qui crée après ça un paquet de choses. Le diabète, le cholestérol, l'hypertension. Bien, nous autres, des fois, évidemment, on ne prend pas de prise sanguine, c'est pas ça qu'on fait. Mais lorsque les gens font un peu dans le bon point, et puis tout ça, et on n'est pas trop certain à qui on a affaire, on va suggérer fortement aux gens d'aller voir un médecin au départ pour aller faire justement une analyse, évidemment, une prise sanguine pour faire un bilan sanguin intéressant. Et cette prise sanguine-là, le résultat de cette prise sanguine-là, est-ce que le médecin de famille ou le médecin généraliste, peu importe, vous le communique? Ou est-ce que les gens le reçoivent et ensuite de ça, vous l'apportent de façon à en tenir compte dans l'élaboration du programme ou d'une mise à jour du programme? En fait, si, par exemple, je te conseille fortement d'aller voir ton médecin de famille, je vais écrire une note et tu vas le remettre à ton médecin de famille parce que je voudrais avoir telle donnée. Le médecin, lui, par ton entremise ou bien non, par l'entremise, évidemment, de son adjointe administrative, va nous recommuniquer ces données-là. Donc ça, évidemment, avec ton approbation, parce que ce sont des données qui sont quand même confidentielles. Absolument. Tout à fait. Guy Gérard, si tu permets, on va faire une petite pause et on va poursuivre tout de suite après. Avec plaisir.
retour avec Guy Girard, membre fondateur de Santé Universelle. Oui, absolument. En 90, le 1er octobre, j'ouvrais Santé Universelle avec un de mes associés qui aujourd'hui a quitté. Mais quand même, oui, depuis maintenant, ça va faire 30 ans le 1er octobre de cette année que Santé Universelle existe. Est-ce que l'organisme comme tel a été difficile à créer, à mettre sur pied? En d'autres mots, comme c'était comment je dirais, une fonction peu connue ou peu reconnue, je suis pas sûr que les gouvernements t'ont donné le billet vert tout de suite en partant. Puis, alors, allez-y, M. Girard. Le billet vert, c'est mon père qui me l'a donné. Absolument. En fait, on a débuté, entre guillemets, l'entreprise en 88 lors d'une étude de marché, lorsqu'on était au baccalauréat en activité physique. Et 5 régions étaient propices au Québec pour recevoir un peu ce qu'on allait faire, ce qu'on voulait faire. Entre autres, l'Outaouais. J'étais jamais venu, moi, dans l'Outaouais, sauf, évidemment, sur la carte. Et en arrivant ici, on a fait une micro-environnement, une étude de marché ici à l'intérieur. Et écoute, ça n'a pas pris de temps qu'on était convaincus qu'on allait peut-être pour avoir du succès ici. Donc, le 1er octobre 90, on a ouvert nos pénacles sur le boulevard Saint-René à Gatineau, tout près de l'hôpital. Toujours au même endroit, d'ailleurs. Là, on a déménagé à 2 reprises. On a déménagé en 2009 sur le boulevard de l'hôpital, au 455, et il y a 3 ans passés, au 430, l'édifice Chartreux, sur le boulevard de l'hôpital. Donc, toujours dans le même quadrilatère, là, tout à fait. tout près de l'hôpital. Tout à fait. Et puis, voilà, c'est en 90, on a ouvert ça. Et comble de malheur, en 90, la CIP, à l'époque, 1700 employés tombent en grève. Les taux d'intérêt hypothécaires, 16 Et écoutez, tu sais bien que ça déboulait pas mal. Et on s'était dit à l'époque, si on passe au travers de ça, rien ne va pouvoir nous arrêter. Et effectivement, on a quand même passé avec succès ça, parce que la kinésiologie à l'époque, puis surtout l'approche qu'on avait, était complètement nouveau dans l'Outaouais. Et les gens se posaient beaucoup de questions. Et dans les premiers mois, jamais on a eu de doute avec le succès qu'on a eu. J'imagine un tout petit peu, mais est-ce que justement cet aspect d'aller chercher une meilleure santé et l'approche que vous aviez, c'était pour, je dirais, la population active, ou est-ce que déjà il y avait un souci, par exemple, pour les jeunes et pour les aînés aussi, parce que inévitablement, ce sont 3 types de populations différentes, mais qui ont besoin de ça, finalement. Bien, en fait, tu touches à un bon point, Jean-Paul, du fait que lors de notre étude de marché, nous autres, ce qu'on a remarqué le plus, c'est que dans l'Outaouais, c'était les gens les moins en forme, les moins en santé au Québec. Les gens qui mangeaient le plus au restaurant, les gens qui avaient le plus de problèmes d'embonpoint. Donc, mais par contre, parmi les gens les plus scolarisés, donc, des gens très au courant de leurs conditions, très au courant de leur santé. Nous, on est arrivés avec justement une idée nouvelle, une approche nouvelle, justement vers le retour à une bonne condition physique. Donc, avec une publicité très bien ciblée qui était avec les médecins. On a eu beaucoup et très rapidement beaucoup de références médicales. Donc, on ne recherchait pas nécessairement les gens en très bonne condition physique, mais surtout, sur le contraire, ceux qui en avaient besoin, ceux qui recherchaient ça, mais qui ne savaient pas quoi faire. Donc, c'est ces gens-là qu'on a reçus. Et ces gens-là, comment est-ce qu'ils arrivent chez vous? Guy Girard, franchement, je suis fatigué depuis 12 semaines, là. Je suis vraiment brûlé, ben raide, là. Ça me tente de faire quelque chose, mais je sais pas quoi faire. Est-ce que c'est un peu ce genre de questions-là qu'on vous souvient, ou est-ce que c'est plutôt le genre, ben écoutez, je me sens assez en forme, je veux me faire du muscle? Bien, en fait, nous autres, Santé Universelle, l'approche de grossir une masse musculaire n'était pas nécessairement cette approche-là qu'on voulait au début pour une clientèle plus jeune. Déjà cette clientèle-là était déjà servie dans l'Outaouais. Donc, nous autres, les gens qui arrivaient chez nous, avec évidemment tes commentaires qui sont très à propos, je me sens pas en forme, je suis fatigué, je dors mal, je fais de l'embonpoint, qu'est-ce que je devrais faire? Évidemment, automatiquement, on leur disait, est-ce que tu bailles souvent? Est-ce que le matin, tu te réveilles, tu es toujours plus fatigué que la veille? Est-ce que tu as mal à la tête durant la journée? Toutes les réponses étaient oui. Ben non, on disait, ben ton embonpoint, un peu d'apnée de sommeil peut-être, et etc. Donc, nous, on leur disait quels symptômes ils avaient. Et là, bon, écoute, c'était pas compliqué. Et on avait une solution. C'était facile. Seulement bouger de manière sécuritaire. Et on les encadrait de cette manière-là, avec des suivis, je te dirais, presque aux 3 semaines. Et ça a fonctionné. La question que les gens me demandent, moi,
homme de radio et de TV, parce que, bon, il me voit assez à l'écran, puis il pense que j'ai toute réponse à tout, évidemment. Vous êtes les spécialistes, moi, je suis juste le messager. Et la question que les gens me posent très souvent, est-ce que vous faites de la marche, Jean-Paul, dans votre métier? Je dis oui, absolument, et je porte des équipements en plus. Alors oui, effectivement, il faut quand même avoir une certaine forme. Et ça me suggère une chose, est-ce que la marche, c'est un excellent sport pour justement non seulement le cardio, mais aussi pour, comment je dirais, se retrouver soi-même? Bonne question. Lorsque les gens débutent par eux-mêmes une remise en forme, la marche est une excellente activité physique, OK? Parce que, évidemment, on est sédentaire au départ. Donc, et la marche, par rapport à la distance, par rapport à l'intensité de travail, quand je parle d'intensité de travail, c'est la vitesse, aller chercher des côtes, le temps aussi en même temps. Au début, c'est 10 minutes, ça monte à 15, 20, 30 minutes, etc., etc. La marche demeure toujours un sport vers la recherche d'une bonne condition physique. Mais par contre, la journée où la marche ne te procure plus de bienfaits, la marche devient un loisir. Donc, on va suggérer, ça dépend des gens, ça dépend de la moyenne d'âge, etc., mais de commencer peut-être à jogger de manière plus en intervalle ou d'aller chercher un vélo, etc., etc., etc. Mais par contre, je me répète, la marche, au départ, est une activité physique lorsqu'on débute un programme de remise en forme et quelque chose, juste en même temps, de sécuritaire. Et, surtout, d'accessible et peu dispendieux. Tout à fait. Une paire d'espadrilles. Oui, absolument. Tout à fait. C'est purement simplement ça. 2 points que j'aimerais aborder, parce que, bon, je vois le chronomètre qui passe et il y a tellement de sujets qu'on pourrait aborder. Le soccer. Ouais. Tu en parlais dans le premier segment. Le soccer est devenu une passion. Tu es devenu analyste de soccer. Ça doit certainement te réjouir que dans les parcs d'Ottawa et de Gatineau, maintenant, on peut revenir au soccer et que les organisations de soccer peuvent se retrouver sur le terrain. J'en parlais avec Robert Gravel il n'y a pas tellement longtemps. Ça doit te faire plaisir de voir ça. En fait, ça me fait plaisir pour plusieurs raisons. Au départ, juste une parenthèse, pourquoi j'aime ce sport-là? Le soccer est définitivement l'image parfaite du Québec et du Canada d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, pas seulement des Québécois de souche, des Tremblay, des Girard et des Ouellet, on a des gens maintenant de France, d'Haïti, du Congo, etc., du Maroc, des gens d'Algérie qui jouent au ballon, et ce, ensemble. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, c'est un sport qui rassemble toutes ces communautés-là. Et lorsqu'on est capable de faire un tout avec cette équipe-là de gens qui viennent de partout, ça fait évidemment un mélange extraordinaire. Aujourd'hui, de retrouver ce sport-là, après, évidemment, là, un confinement de 3 à 4 mois, pour moi, c'est très salutaire. Les jeunes ont besoin de bouger et les moins jeunes aussi ont besoin de bouger, de se retrouver. Et quoi de mieux que de se retrouver à l'intérieur d'un sport comme le ballon rond? Qui aurait dit que le soccer, justement, pourrait et pouvait être rassembleur de ce point de vue-là? Parce que quand on regarde le soccer à la télévision, etc., on a le sport professionnel, évidemment, c'est pas un mal en soi, sauf que on n'a pas cette impression-là, hormis les joueurs sur le terrain, on n'a pas cette impression-là que c'est très rassembleur, non? Non, en fait, c'est vrai. Pour moi, j'ai eu la chance de coacher, entraîner du haut niveau ici dans l'Outaouais. Et j'avais de toutes sortes de monde. Je te disais tantôt, j'ai eu des Polonais, évidemment des Québécois, des British, etc., etc. Et je me suis dit, la seule manière que je vais réussir à avoir du succès avec ces gars-là, c'est que lorsque je les rassemble ensemble dans un restaurant ou, entre guillemets, dans un bar, parce que je coachais quand même des seniors, c'est que tout le monde puisse apprendre à boire la même bière. Sinon, ça ne fera pas un party qui va être le fun. Donc, si on veut qu'un party lève, il faut que tout le monde danse sur la même musique. Le soccer, c'est un petit peu ça aussi. Donc, je me suis assuré que tous ces gens-là puissent comprendre, les plans de match que je faisais et tout le monde puisse adhérer à ces plans de match-là. Et c'est de constater que ça a bien fonctionné. On a quand même gagné 3 championnats dans 5 ans. Donc, c'est quand même bon avec des gens qui viennent de partout. Et aujourd'hui, ces gens-là sont encore mes amis. Évidemment, ils sont plus vieux, ils sont mariés, des fois, ils ont des enfants. Et aujourd'hui, ça fait bien plaisir de voir ça. C'est rassembleur, non seulement, mais ça fait plaisir à voir, bien entendu. Au début de cette entrevue, tu me parlais de tes parents. Oui.
Je vais te poser la question à brûle-pourpoint. As-tu des histoires de pêcheurs par hasard avec tes parents ou est-ce que tu as d'autres anecdotes? Parce que ça révèle toujours le personnage aussi. Hein? En fait, ma mère n'était pas une femme de plein air. Par contre, mon père est un réputé chasseur au Lac-Saint-Jean et un réputé pêcheur aussi. Il a été très, très, très bon. Il est décédé au mois d'octobre passé, à 83 ans. Mais écoute, mon père se préparait. Mon père vivait à peu près, je te dirais, 320 jours par année pour la chasse à l'automne. Et la chasse au gros gibier ou au gros gibier? Absolument. À l'arc ou au fusil? Non. À la carabine. À la carabine? Oui, absolument. À l'orignal. Et lorsque la chasse à l'orignal était terminée, là, c'est le petit gibier. Donc, on trappait le lièvre et la perdrix. Donc, moi, il m'a appris à chasser la perdrix et le lièvre. Mais par contre, j'ai pas resté accroché. Mon frère, le plus jeune, Normand, lui, est un maniaque de chasse à l'orignal. Vraiment, vraiment un maniaque. Évidemment, de chasse aussi au canard et à l'oie, etc. Mais moi, j'étais plus un sportif avec des sports d'équipe, etc., qu'un gars de bois. Mais j'ai été élevé, définitivement, j'ai été élevé là-dedans. Est-ce qu'il n'y a pas un parallèle à faire, justement, entre le chasseur de ballons et le chasseur d'animaux? En fait, je te dirais presque oui. La chasse à l'orignal et même la chasse au lièvre, etc., tu dois user de beaucoup, beaucoup, beaucoup de stratégie. Et du respect, non? Il y a du respect, non? Bien, le respect de l'animal, le respect de la nature, c'est sûr et certain. Et de l'adversaire. Oui, parce que le roi de la forêt au Québec, c'est l'orignal. Donc, c'est chez eux, hein, il est maître. Mais si tu veux avoir du succès à la chasse à l'orignal, et peu importe la chasse, et là, on va me faire abstraction du hasard, il faut que tu sois stratège. Au ballon, comme au hockey, si tu n'es pas stratège, c'est de valeur, mais tu risques d'avoir beaucoup de problèmes pour gagner un match. Donc, évidemment, les parallèles, même si les sports sont différents, les parallèles de stratégie sont définitivement similaires. Le temps passe encore trop vite, mais je te pose une dernière question. Qu'est-ce que Guy Girard entrevoit pour l'avenir après ou avec Santé universelle? C'est quoi la prochaine étape de cet emblème-là en tant que tel? En fait, pour moi, je te dirais, Jean-Paul, et là, on fait parallèle un petit peu, on fait référence au COVID, ça aurait été très facile pour moi, avec tous les problèmes financiers qu'on a, etc., de tirer ma révérence, remettre mes clés, puis d'arrêter cela. Toutefois, avant d'être une profession, pour moi, Santé universelle, kinésiologue, c'était une vocation. J'ai beaucoup de gens, des gens âgés maintenant, aujourd'hui, ma clientèle vieillit, qui ont des problèmes, et donc je me dois de les assister, je me dois de continuer à les garder en forme. Donc, ce que je souhaite à Santé universelle et à moi-même, c'est de continuer à desservir cette population-là, importante pour nous. C'est très généreux, et je sens la passion là-dedans, Guy Girard. Je n'en ai jamais douté, c'est sûr et certain. Merci d'être venu à Encore Jeune pour cette entrevue d'assez longue durée, puis au plaisir de se recroiser. Ça fait plaisir, Jean-Paul, ce fut un honneur pour moi d'assister à ton émission. Merci.